Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux avec Xavier d'avoir été invité au Carrefour de la Pensée. Et comme vous l'aurez compris, on aime bien les images. Du coup, on a préparé une petite présentation. J'ai pas l'habitude de parler dans les micros. Du coup, ah oui, on voit ici. Et ça, c'est pour changer. Ok. Du coup, aujourd'hui, on est ici pour vous présenter notre ouvrage qui s'intitule Horizon climatique, qui est donc une bande dessinée de vulgarisation scientifique des travaux du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et dans une première partie, on vous présentera plutôt l'ouvrage La BD Horizon climatique que j'ai ici. Et ensuite, on se propose de questionner plutôt la question quelles sont l'importance et les difficultés en fait, de diffuser et de parler à propos des travaux du GIEC. Et donc, on tenait tout d'abord à se présenter, Xavier et moi-même. En fait, ici, on a mis une image des deux personnages principaux de l'histoire qui, en fait, nous représentent en quelque sorte Xavier et moi, en tout cas qui portent nos prénoms. Et donc, pour ma part, je suis chercheuse en sciences de l'atmosphère et du climat. J'ai passé ma thèse en 2019 et aujourd'hui, je travaille dans un laboratoire de recherche rattaché au CNRS sur des thématiques liées à l'évolution des forêts à l'échelle globale. Xavier. Et donc moi, je suis donc Xavier Henrion, je suis auteur de bande dessinée. Pour moi, ce n'est pas mon premier album, mais je fais des scénarios, je fais des dessins, de la couleur, ça dépend des projets, parfois tout à la fois. Sur celui-là, je suis principalement consacré sur le dessin et la narration. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux personnages que vous avez en face de vous ici, Xavier et Iris, sont des personnages réels. Derrière, ce sont des personnages fictifs. Le personnage de Iris est très proche de ce qu'elle est dans la vraie vie. Le personnage de Xavier, c'est un peu un melting pot de Iris, de un peu tout le monde, et puis de moi-même, je me suis beaucoup retrouvé dedans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Iris a commencé cette histoire il y a un bon bout de temps, toute seule. Ce personnage, pour la petite histoire, avait un premier nom qui s'appelait Artifice, donc pour dire que c'était vraiment un personnage artificiel. Et je suis arrivé tardivement sur cette histoire où j'ai pu commencer à mettre ma patte. Oui, voilà, du coup, cette idée est venue à la fin de ma thèse en 2019 et j'en parle du coup dans l'album. On voit le personnage de Iris sur cette planche. Et c'est venu du fait que j'étais à l'époque alarmée par les résultats des travaux, des rapports du GIEC et à la fois émue et touchée par les commentaires émouvants de certains de mes collègues qui étaient experts du changement climatique ou encore simplement auteurs du GIEC. Donc là, sur cette image, on voit le personnage de Iris qui parle à un de ses collègues qui est en doctorat et qui se plaint que son directeur de thèse qui travaillant pour le GIEC n'est pas très souvent disponible parce qu'il est très occupé par des articles qu'il doit publier et il dit soit il bosse la nuit et le week-end, soit c'est qu'il a été kidnappé. Et en fait, encore un autre exemple, c'est cette image où on voit les auteurs du GIEC dans une conférence sur le GIEC. Et à la fin de cette conférence, une personne du public lève la main et dit « Mais comment vous faites, vous qui travaillez depuis plus de 30 ans sur ces sujets, qui alertez depuis plus de 30 ans, comment vous faites pour dormir la nuit et comment vous faites pour revenir travailler le lendemain matin ?» Et en fait, c'est une vraie question qui s'est posée dans la réalité et qui moi, m'a touchée. Ce qui est touchant aussi, c'est de voir ces auteurs du GIEC qui avouent la difficulté que ça peut être. Et puis c'est aussi des discours qu'on entend dans les couloirs des laboratoires et que j'ai voulu partager. Et plus précisément, en fait, ce qui m'a motivée à écrire cet album, c'est quand on sort en fait de cette bulle de chercheurs et de chercheuses. Enfin, personnellement, quand je sors de cette bulle de chercheurs et de chercheuses, ça m'arrive encore beaucoup aujourd'hui, quand je me présente et que je dis que je travaille que j'étudie le climat, qu'on me dise ah oui, est-ce que c'est vrai alors? Est-ce que c'est vrai le changement climatique?
Et ça, c'est un exemple qui m'arrive beaucoup encore aujourd'hui. Là, dans cet exemple, c'est au sein d'un covoiturage, parce que c'est vrai que ça m'arrive souvent en covoiturage, et où le conducteur demande est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur le changement climatique. Le personnage de Iris répond bah, d'après le GIEC, la question ne se pose plus, et la personne dit bah, le GIEC, c'est qui ce gars? Et voilà, c'est encore très fréquent en fait. Et du coup, ce qui m'a motivé à faire cet ouvrage, c'est que pour moi, c'est grave aujourd'hui de se poser encore la question. Xavier, si tu veux dire tes motivations. Oui, alors de mon côté, je ne côtoie pas vraiment le monde scientifique, même si j'ai une formation un peu scientifique. Par contre, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je m'intéresse à toutes ces problématiques environnementales. Donc c'est déjà une première raison qui m'a poussé vers ce projet avec entrain, on va dire. Et il y a une deuxième chose qui me marque beaucoup depuis un bon bout de temps, et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, c'est que dans tous les récits de fiction, de science-fiction, d'anticipation, etc., on a, pas tout le temps, mais la plupart du temps, ce sont des futurs sombres qui sont présentés, des futurs apocalyptiques, pas très joyeux, on va dire. Et c'est super, hein, il y a des super histoires comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'en tant qu'auteur, on a aussi une responsabilité de pouvoir donner aux gens un autre imaginaire, changer cet imaginaire collectif comme quoi le monde de demain sera forcément un monde tout pourri, quoi. Donc c'est à nous, on a un rôle à prendre, de montrer d'autres choses, de présenter des futurs, d'ailleurs j'allais dire, comment habiter le monde, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de l'habiter dans un apocalypse, ou quoi que ce soit. Donc à nous en tant qu'auteurs, mais quand je parle d'auteur, je peux parler aussi d'Arthur à côté, c'est les films, c'est la BD, c'est les romans, présenter autre chose que des futurs sombres et difficiles. Après, c'est vrai que quand Iris m'a présenté son projet, quand elle m'a dit que travailler avec les scientifiques directement, c'est travailler avec la science, l'état de la science aujourd'hui, c'était... Vous m'entendez pas? Ah si, pardon. Oui, je disais donc que c'était très important pour moi de travailler avec l'état de la science aujourd'hui pour avoir vraiment tout ce qu'on pouvait dire sur cet album serait particulièrement juste. C'est bon? Oui, bah, du coup, on s'est dit avec Xavier, avant d'aller plus loin, je voulais faire un petit récapitulatif sur le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour rappeler en quelques mots-clés que, comme s'amuse à le rappeler Valérie Masson-Delmotte dans cet ouvrage, qui est donc la coprésidente du groupe numéro 1 de travail du GIEC et qui est aussi membre du Haut Conseil pour le climat. Elle s'amuse à rappeler qu'aujourd'hui, il y a plus de 40 000 publications par an sur les sujets du changement climatique qui sont publiées. Et autant dire que ni vous, ni moi, ni personne n'est capable de lire ces 40 000 publications, de les comprendre, de les synthétiser et d'agir en conséquence. Et c'est pour cette raison que ce groupe, le GIEC, a été créé pour se partager le travail de relecture de toutes ces études scientifiques, technologiques et socio-économiques, et de les synthétiser de façon claire et objective dans un rapport qui est publié tous les 3 à 5 ans. Et cela depuis plus de 30 ans, depuis 1988. Et ce groupe est composé de plusieurs centaines de scientifiques. Il y a 800 scientifiques de partout dans le monde. Il y a 195 États qui y participent. Et globalement, j'imagine que vous le savez, mais du coup, les conclusions principales du GIEC, c'est de dire qu'il y a un changement climatique et que l'activité humaine en est la cause. Et plus particulièrement, il conclut de façon sans équivoque que 100% du réchauffement climatique observé durant la dernière décennie est dû aux activités humaines. Et ce qui a été important pour moi de montrer aussi à travers cet ouvrage, c'est que le GIEC ne se contente pas de synthétiser les connaissances scientifiques sur l'évolution du climat, mais il cherche également à créer un lien et un dialogue avec la société. Et en fait, d'après moi, c'est ce lien et ce dialogue qui est essentiel. Et en fait, ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la société puisse s'emparer des connaissances scientifiques, des connaissances des travaux du GIEC, pour comprendre, en discuter entre nous,
et agir individuellement et collectivement en conséquence. Alors effectivement, donc la société doit s'emparer des résultats, mais quels sont ces résultats? Il y en a plein, hein, on ne va pas tout décrire ici, mais là on va mettre, on va dire, les principaux. Tout d'abord, quelque chose que je pense tout le monde ici sait, alors peut-être pas dans les chiffres en détail, d'ailleurs les chiffres en détail je les oublie aussi. Les températures depuis ces 100 dernières années ont augmenté de 1,2 degré en moyenne globale sur toute la planète. Donc là c'est le graphique que vous voyez à gauche, on voit bien la pente qui monte gentiment, gentiment, gentiment. Mais ce n'est pas aussi simple que juste dire la température augmente. Cette augmentation, elle n'est pas équivalente partout sur la planète. Notamment, vous pouvez le voir sur la figure de droite, les océans se réchauffent moins vite que les continents. Alors on pourrait le dire comme ça, on peut aussi dire que les continents se réchauffent plus vite, c'est là qu'on vit. Il y a certaines zones, donc pour les chiffres exacts, c'est 1,6 degré depuis les 100 dernières années sur les continents et 0,88 degrés sur les océans. En fonction des saisons, ça peut aussi varier, et dans certaines régions, on est même à plus 5 degrés par rapport à la moyenne d'il y a 100 ans. Un autre résultat, c'est lié aux personnes qui sont à risque. La conclusion principale du groupe 2 du GIEC, Iris vous expliquera ce que c'est que les 3 groupes plus tard, mais aujourd'hui, il y a 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique. Enfin, ça c'est peut-être une courbe que vous connaissez, que vous avez vue. Je dis pas de bêtises, mais c'est depuis le 6e rapport qu'elle est sortie, celle-là, avec les SSP. Donc les SSP, c'est Shared Socio-Economic Pathway. Ça correspond, on parle de scénarios, et ce sont vraiment des scénarios. C'est-à-dire que le GIEC met en place différents scénarios. Un scénario, ça va être que se passe-t-il si il y a une grande coopération internationale dans les 20-30 prochaines années? Que se passe-t-il si finalement on décide de tous se taper dessus, etc. Ça forme des tas et des tas de scénarios, je ne sais pas combien il y en a, mais beaucoup. Et au final, le GIEC a décidé d'en mettre en avant 5, ou plutôt 4, dont 2 qui sont un peu, pour 2 voies un peu proches, mais on va dire 5 scénarios. Sur les scénarios les plus sobres, ils nous amènent à peu près à 2 degrés en 2100, c'est ceux qu'on vise aujourd'hui. Bon, ce serait 1,5 degré normalement, mais bon. Et dans les scénarios les moins optimistes, par contre, on nous pousse à plus 5 degrés en 2100. Sachant qu'aujourd'hui, les politiques qui sont prises, les politiques actuelles, elles sont un peu entre ce que vous pouvez voir le SSP2 et le SSP3, donc en jaune et en rouge, donc au-delà de 3 degrés. Donc voilà, on a juste voulu faire un petit rappel de ce qu'on peut trouver dans ces rapports, et illustré par des schémas qu'on a reproduits dans cet album. Et donc, pour vous parler plus précisément de l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Iris, du coup, qui est climatologue et qui raconte son histoire et qui raconte sa rencontre avec Xavier, qui est son voisin. Et ce dernier, il est novice dans tout ce qui est lié au changement climatique. Et du coup, elle lui propose de l'accompagner à une conférence présentée par les auteurs du GIEC qui se déroule au sein de son laboratoire. Et au cours de cette conférence, Xavier apprend plein de choses. Et à la fin de la conférence, il est plein de questions lui viennent, et du coup, avec toute sa naïveté, il s'empresse d'aller rejoindre l'une des conférencières, qui est donc Valérie Masson-Delmotte, pour la questionner. Et à la fin de cet échange, il est encore plus émerveillé par tout ce qu'il apprend, et il a de nouvelles questions. Et du coup, Iris lui propose de profiter de son réseau dans le monde de la recherche pour lui présenter un nouvel auteur du GIEC, qui est Christophe Cassou, pour ceux qui le connaissent. Et en fait, de cette rencontre en découle une autre, puis et ainsi de suite. Et Iris et Xavier vont aller rencontrer plusieurs auteurs du GIEC dans différents laboratoires de recherche, mais aussi directement chez les auteurs du GIEC, chez eux, ou alors encore dans des lieux un peu insolites, comme au beau milieu des Calanques, comme on le voit ici avec cette rencontre avec Wolfgang Kramer. Et donc, tout au long de l'histoire, l'évolution de la prise de conscience de Xavier sur l'état des connaissances du climat évolue.
et son évolution émotionnelle évolue aussi. En fait, j'appuie sur ce mot parce que j'aimerais aussi vous présenter un peu la structure de l'histoire, qui est composée en 2 structures principales. Dans un premier temps, on a choisi de diviser l'album en 3 grandes parties en questionnant, enfin vous l'aurez compris, enfin, peut-être pas, mais vous l'aurez compris, c'est une rencontre avec 9 auteurs du GIEC, donc l'histoire va être composée de 1 chapitre, 1 auteur, une thématique, et en fait on a choisi de sélectionner dans un premier temps les premiers auteurs du GIEC proviennent du premier grand groupe de travail du GIEC, qui est en fait un groupe qui se concentre sur la compréhension du changement climatique. Ensuite, les auteurs suivants proviennent du 2e grand groupe de travail qui se concentre sur les risques et les moyens d'adaptation. Et enfin, le 3e grand groupe de travail, les auteurs provenant du 3e grand groupe de travail sont des auteurs qui s'intéressent plutôt aux solutions pour atténuer les dommages du changement climatique. Et en parallèle de cette structure qui est plutôt académique, j'ai également choisi de suivre une structure qui suit ce qu'on appelle la courbe du deuil, qui est utilisée en psychologie et également en éco-psychologie, comme dans les travaux de Johanna Massy ou encore de Pablo Servigne. Et typiquement, cette courbe, peut-être que vous la connaissez déjà, elle part d'un choc, par exemple le choc du changement climatique. On apprend qu'il y a un changement climatique. Puis après, on rentre dans un déni, on ne veut pas y croire. Après, on rentre dans une colère, on est vraiment en colère que ça arrive. Puis dans une sorte de négociation, ok, c'est cassé, mais comment je vais pouvoir réparer les morceaux? Puis on peut rentrer dans une phase de dépression en se disant, en fait, c'est cassé, c'est foutu, c'est la fin du monde. Et heureusement, cette phase n'est pas fatale et on peut ne pas y rester trop longtemps, parce qu'après, ce qui suit généralement, c'est une phase plutôt croissante d'acceptation, ok, c'est cassé, puis d'expérimentation, bon, qu'est-ce que je fais avec tous ces morceaux cassés, puis de décision, je décide de vivre de cette manière-là avec ces morceaux, et enfin d'intégration, c'est une sorte de résilience d'un nouveau mode de vie. Et en fait, du coup, cet ouvrage suit l'évolution des émotions du personnage de Xavier qui va traverser toutes ces émotions au cours de l'histoire. Et donc les premiers chapitres du GIEC qui sont plus sur la compréhension du changement climatique vont plus être des émotions de déni, de colère. Puis les chapitres sur les risques associés sont plus dans des émotions de désespoir et en même temps d'acceptation. Et enfin, sur les solutions, on est dans cette phase d'expérimentation, de décision, d'intégration. Alors, pardon. Effectivement, les émotions sont un réel moteur pour tout le monde, je pense. Personnellement, comme je vous l'ai dit, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse aux questions environnementales, pas seulement climatiques. Et j'ai été confronté à quelque chose dont Pascal Thumrel parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté de s'informer correctement. On trouve beaucoup de choses sur Internet, mais savoir à quoi se fier, c'est très compliqué. J'ai été très frustré, j'ai beaucoup cherché plein de choses, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments où je me disais, mais est-ce qu'on peut faire confiance à ça? Est-ce que lui, il a l'air correct, il se base sur plein de choses, mais il a l'air d'avoir un avis quand même très, très tranché sur les choses? Est-ce que c'est pas du militantisme un peu poussé? Ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui essaie de cacher des choses? Ce serait pas du climato-scepticisme? Toujours difficile de savoir exactement à quoi se fier. Et cette frustration, elle était valable chez moi, mais pas seulement. Et tu voulais en parler? Oui, en fait, on en a parlé justement avec Xavier aussi, qu'au sein du monde de la recherche, on peut ressentir aussi cette frustration. Et notamment, moi, je me suis posé la question comment partager nos connaissances au grand public, parce que il y a un constat, le grand public a cette demande de comprendre la science, et d'après moi, c'est un peu dans notre devoir aussi en tant que scientifique, quel que soit notre domaine d'expertise, de partager ces connaissances. Et pourtant, c'est quelque chose de pas évident, parce qu'on n'a pas forcément le temps pour ça. Ça nécessite de nouvelles aussi de compétences de vulgarisation. Et je me suis questionnée en tant que scientifique, comment on peut diffuser l'information. Est-ce qu'on peut se placer en tant que lanceur d'alerte
en écrivant des articles ou des tribunes dans des médias, ou en utilisant son expertise de scientifique pour parler directement aux élus, ou alors soutenir des actions en justice, comme cet exemple dans l'ouvrage où Christophe Cassou, donc auteur du GIEC, dit qu'il a été appelé par la justice pour défendre des actions non violentes contre l'inaction du gouvernement face au changement climatique. Et il y a tout type du coup de manières de s'engager en tant que scientifique, comme aussi faire partie d'associations, d'ONG ou de mouvements activistes comme Scientifiques en Rébellion, ou encore simplement en faisant de l'enseignement ou la réalisation d'ouvrages comme j'ai choisi de faire avec cette BD. Alors, la BD, justement, comme vous pouvez voir sur cette image, c'est Roland Seferian, qui est habillé en Superman, parce que dans le récit, ça on arrive là, qui enfouit le CO2. Donc il est en train d'expliquer des techniques d'enfouissage de CO2. Donc en fait, c'est ça, le dessin, il fascine, il permet de transmettre des messages sérieux, il permet de faire rire aussi. Donc la BD nous aide à ça, à vraiment utiliser ce dessin pour à la fois dire des choses parfois dures, mais à la fois, pourquoi pas en rire, tout en restant correct. Il y a une autre chose, la BD, malgré tout, c'est une histoire. Ici, on parle de l'histoire de Xavier, on parle de l'histoire de Eris, de leur amitié, on parle aussi de l'histoire des scientifiques qu'on rencontre. Ils nous parlent de leurs travaux, bien sûr, mais ils nous parlent aussi de leur rapport à leur travail avec le GIEC, leurs doutes, leurs craintes, leurs espoirs, etc. Le lecteur pourra facilement s'identifier, on espère en tout cas, dans l'histoire à Xavier, qui est le personnage qui est là pour ça, en fait, hein, clairement. Malgré tout, il pourra aussi s'identifier à tous les scientifiques qui sont croisés, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, de toute façon. Une dernière chose, faut juste... un dernier avantage de la BD, c'est que ça nous prend on va pouvoir prendre le temps de tout comprendre. Il y a beaucoup de choses qui passent. J'imagine que nombre d'entre vous ont vu peut-être d'autres conférences comme celle-ci ou des vidéos sur Internet qui expliquent des choses parfois très bien, mais des fois ça va trop vite. On n'a pas toujours le temps de comprendre ce qu'on voit, qu'on passe déjà à autre chose. De la même façon, on peut aussi, vous avez peut-être lu des essais, des écrits et souvent il peut y avoir des graphiques dedans qui sont très justes, mais qui peuvent être bruts et pas forcément faciles d'accès. Donc dans la bande dessinée, on a fait beaucoup de travail de vulgarisation, mais on a aussi mis, typiquement sur cette image, vous pouvez voir 3 courbes qui ne sont pas forcément très attractives, on va dire, et on essaie de les rendre sexy en les mettant en scène de différentes manières. Alors là, je vais vous montrer des exemples de vulgarisation qu'on a fait, justement. La courbe que vous voyez en bas à gauche, c'est une courbe de l'évolution des températures sur Terre depuis il y a moins 600 millions d'années à aujourd'hui. Et alors vous voyez sûrement pas parce que c'est en tout petit, mais l'échelle en abscisse, l'échelle de temps, elle change régulièrement. Donc au début, c'est tous les 100 millions d'années, puis tous les 10 millions d'années, puis tous les millions d'années, etc. Donc c'est une courbe qui dit beaucoup de choses, mais en même temps, elle n'est pas très accessible. Ça ressemble un peu à une échelle logarithmique, pour ceux qui connaissent. Ça n'est pas une échelle logarithmique non plus. Donc pour la bande dessinée, on a décidé de découper cette courbe en plusieurs morceaux. Donc prendre quelque part chaque période séparément, en marquant des points connus, typiquement la disparition des dinosaures, les grandes découvertes, ou des choses comme ça. Vous l'aurez compris, c'est une courbe qui provient des derniers rapports du GIEC. Une autre façon qu'on a utilisée pour vulgariser les travaux, en prenant cet exemple, donc ça, probablement que vous connaissez cette courbe, qui est un peu une courbe emblématique du GIEC. C'est donc ce qu'on appelle les warming stripes. Elle raconte énormément de choses. Hein. C'est une courbe des températures sur les 150 dernières années, je crois. Et en fonction de la couleur, c'est plus ou moins chaud par rapport à la moyenne, etc. Bref, je ne vais pas vous parler de la courbe maintenant, mais comment on l'a vulgarisée. En fait, on a décidé d'en faire un monstre, quelque part, issu du cauchemar de Xavier.
dans lequel on remonte cette espèce de bras en suivant Xavier et Valérie Masson-Delmotte qui volaient autour. Valérie Masson-Delmotte qui lui dit « bleu c'est froid, rouge c'est chaud, bleu c'est froid, rouge c'est chaud », etc. Plus on avance, plus la courbe devient rouge. Et on arrive au bout de cette courbe où on tombe sur la main, donc la main et les 5 doigts, comme les 5 scénarios SSP dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment une espèce de mise en image de cette courbe pour essayer de mieux la comprendre, mieux la sentir aussi peut-être, parce que des fois une courbe peut être assez froide et pas toujours très parlante. Et oui, et du coup, tout ce travail de vulgarisation, en fait, a démarré aussi avec cette question à qui s'adresse cette BD. Moi, je me suis vraiment posé cette question, et ça a été un peu un challenge personnel parce que je me suis dit que c'était un sujet qui s'adresse à tous et à toutes, et je voulais vraiment m'adresser à toutes et à toutes. Donc, en fait, j'espère que ça fonctionnera, mais j'ai cherché à que cet ouvrage s'adresse à tous ceux et toutes celles qui ont encore des doutes. Et qui aimerait utiliser cet ouvrage pour comprendre en fait tous les processus atmosphériques et qu'il y a en effet un changement climatique et qu'il est dû à l'activité humaine. J'ai cherché aussi que cet ouvrage s'adresse à tous ceux et toutes celles qui sont déjà sensibilisés et qui aimeraient avoir des clés pour pouvoir acquérir pour pouvoir partager en fait ces discours, pour utiliser des planches, pour partager, pour avoir des clés contre les discours d'inaction climatique, et notamment aussi à tout le milieu académique et enseignant, comme on le montre cette planche ici où il y a un prof d'SVT qui parle du GIEC à ses étudiants. Et enfin, j'ai aussi voulu m'adresser à tous ceux et toutes celles qui connaissent déjà le GIEC, qui l'ont peut-être même déjà lu, qui sont déjà passés par toutes ces phases émotionnelles et qui seraient curieux et curieuses d'entendre le témoignage émouvant de certains scientifiques qui sont aussi en fait des êtres sensibles. Et c'est ce que j'ai cherché à montrer aussi, à partager au cours de cet ouvrage. Et donc pour finir, en fait, on aimerait finir sur les 3 messages forts qu'on essaye de faire passer dans cette BD. Et le premier, vous l'aurez compris, c'est en lien avec les émotions. Parce que ce qu'on essaye de faire passer, c'est qu'une émotion, c'est utile, ça sert à bouger, à avancer, à passer à l'action. Et donc, quel que soit notre état émotionnel, ça peut nous aider à avancer. Et qu'il y a des clés aussi, on partage des clés contre l'éco-anxiété, on aborde ces sujets-là. Un deuxième message fort, c'est que c'est Céline Guyvarch, autrice aussi du GIEC dans cet ouvrage, qui le dit, c'est que nous sommes certes à 100% responsables du changement climatique, mais nous sommes par conséquent aussi 100% de la solution. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai cherché à partager, comme quoi il y a des solutions, qu'elles sont accessibles à toutes et à tous, et qu'elles nécessitent des transformations fortes, urgentes, majeures, mais qu'elles sont possibles, et du coup on encourage fortement à faire partie de la solution. Et enfin, c'est un message de Valérie Masson-Delmotte, du coup, qui dit que le vrai challenge aujourd'hui n'est plus de prouver l'impact des activités humaines sur notre environnement, mais bien de transmettre le savoir accumulé depuis des décennies par les scientifiques pour que les citoyens s'en emparent. Donc, je vais finir sur cette page qui est la quatrième de couverture, où on voit les 2 personnages face à un coucher de soleil qui évoque un peu la courbe des warming stripes dont a parlé Xavier. Voilà. Et avec cette phrase encourageante aussi de Jean Jouzel, qui fait également partie de l'album. Merci beaucoup. Merci.